Le sommet africain, initialement perçu comme une simple formalité diplomatique, a pris une tournure inattendue. On s'attendait à des discours convenus, à des échanges de politesse et à des promesses de coopération soigneusement calibrées. Pourtant, c'est un événement d'une toute autre envergure qui s'est produit. Quand une phrase suffit à ébranler l'équilibre mondial, que risque-t-on à réclamer le respect? Cette interrogation, en apparence simple, résonne comme un écho puissant à travers les couloirs de l'histoire et sur les sentiers de l'actualité. L'Afrique, longtemps reléguée au rang de spectatrice dans le grand théâtre des relations internationales, se retrouve soudain sous les projecteurs, prête à redessiner les lignes de force et à bouleverser les équilibres établis. Devant une salle comble, rassemblant chefs d'État, ministres, diplomates, hauts fonctionnaires, journalistes et observateurs étrangers, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a fait exploser les cadres habituels du protocole. Il a pris la parole, non pas pour délivrer un message feutré, mais pour lancer un véritable ultimatum face à Benjamin Netanyahou. 48 heures pour présenter des excuses publiques à l'Afrique ou quitter le continent. Un silence de plomb s'est alors abattu sur la salle. Plus personne ne bougeait. Ce geste n'était ni une menace à peine voilée, ni une posture sans lendemain. C'était un défi frontal, direct, lancé à la face de l'ordre international. Chaque seconde de cette intervention était captée par des dizaines de caméras, retransmises en direct par les chaînes d'information du monde entier, de la BBC à la CCTV, d'Al Jazeera à CNN. En quelques minutes, le hashtag Africa demande respect devient viral, enflammant les réseaux sociaux de Dakar à Pékin, de Johannesburg à New York, de Lagos à Paris. Pour la toute première fois, l'Afrique ne quémande plus sa dignité, elle l'impose. Ce geste inédit pulvérise des décennies de diplomatie prudente et de silence forcé. L'Afrique entre dans une ère où la souveraineté n'est plus matière à compromis, mais une exigence non négociable. Pour comprendre l'ampleur de ce geste, il faut remonter à la source de l'affront. Entrons dans les coulisses d'un scandale diplomatique qui a mis le feu aux poudres. Mais cette audace a un prix. Si l'Afrique échoue à se faire entendre, elle risque de perdre cette impulsion nouvelle, de voir son influence s'éroder, sa crédibilité s'effondrer et sa dignité une fois de plus piétiner. Mais si elle réussit, elle pourra graver ses propres règles dans le grand livre de l'histoire mondiale, à l'instar de ce qu'ont fait d'autres régions autrefois marginalisées. Tout commence dans la pénombre d'une salle verrouillée lors d'une réunion ultra secrète du G7. Ce groupe restreint, composé des principales puissances économiques occidentales, s'est réuni à huis clos. Là, selon une fuite diplomatique, des propos attribués à Benjamin Netanyahou ont fait irruption. Il aurait traité les chefs d'État africains d'opportunistes sans vision, se moquant ouvertement de leur indignation face à la crise à Gaza. Ces mots, jugés outrageants par beaucoup, n'auraient jamais dû franchir les murs de la confidentialité. Mais la tempête ne s'arrête pas là. Rapidement, des rumeurs enflent. Israël aurait plaidé pour des sanctions économiques encore plus dures contre plusieurs pays africains, en particulier ceux qui s'étaient prononcés contre ses positions aux Nations Unies. Au même moment, Netanyahou aurait donné son aval à un projet baptisé « Grande Reconstruction 2030 ». Un pacte conçu entre puissances occidentales dont l'objectif caché serait de marginaliser l'Afrique et de la cantonner à un rôle secondaire dans les négociations mondiales futures. Sur les réseaux sociaux, des hashtags réclamant dignité, unité et respect deviennent viraux. Les débats font rage à la télévision, la rue s'agite et la population exige une riposte claire. Des personnalités issues de la société civile, des artistes, des sportifs et des intellectuels s'expriment publiquement, appelant à une réponse ferme et unie. En quelques heures, la fuite sème l'incendie dans la presse panafricaine. De Dakar à Johannesburg, de Lagos à Addis Abeba, les éditoriaux s'enflamment. Comment, à l'ère du XXIe siècle, l'Afrique peut-elle encore être traitée avec tant de condescendance? Les comparaisons historiques surgissent. Certains rappellent l'époque des conférences coloniales, telles que celle de Berlin en 1884, où l'Afrique fut découpée sans sa participation ni son consentement. Aujourd'hui, affirme-t-il, il est temps de rompre avec ce passé humiliant. Le moment tant attendu approche. La scène est prête pour la prise de parole historique d'Ibrahim Traoré. Son discours, pensé dans les moindres détails, va sceller le destin de l'ultimatum africain. Ce choix du silence n'est pas sans rappeler d'autres grands moments de l'histoire. En 1960, à l'ONU, le premier ministre congolais Patrice Lumumba
avait lui aussi gardé le silence face aux provocations avant de prononcer un discours retentissant qui marqua la mémoire collective. Les grandes ruptures diplomatiques naissent souvent de cette tension. Savoir attendre pour mieux frapper. Dans cette atmosphère électrique, chaque heure de silence attise l'impatience, radicalise les attentes. C'est justement ce délai qui va tout bouleverser. Derrière cette retenue, une riposte se prépare, capable de transformer un simple affront diplomatique en tournant décisif pour la souveraineté africaine. Pourtant, alors que la colère monte, un silence pesant s'installe. Durant 4 jours entiers, le capitaine Ibrahim Traoré ne publie aucun communiqué, ne donne aucune interview, ne poste rien sur les réseaux sociaux. Les spéculations vont bon train. Hésitation, calcul ou stratégie. Beaucoup s'interrogent. Mais tous comprennent que ce mutisme est à haut risque. Un mot de travers, une réaction impulsive, et la cause africaine pourrait basculer dans la querelle personnelle, perdant sa portée historique. Rien ne laissait présager, cette nuit-là à Addis Abeba, que l'histoire allait basculer. Les couloirs bruissaient des banalités attendues, des formules convenues, des promesses de coopération, des sourires de façade. Mais à l'aube, tout a changé. Le choc a été immédiat. Un silence dense a traversé la salle. Les regards se sont croisés, perplexes. Certains délégués ont cessé d'écrire, d'autres sont restés pétrifiés. Très vite, l'onde de choc a traversé les continents. De Bamako à Pékin, de Dakar à Washington, l'ultimatum résonnait déjà partout. Choisir ce sommet africain pour riposter n'était pas anodin. C'était un coup d'éclat mûrement réfléchi. L'Afrique, longtemps cantonnée au rôle de figurant dans la pièce mondiale, venait d'imposer ses propres règles. Ce choix rappelle la conférence de Bandung en 1955, où les nations asiatiques et africaines s'étaient réunies pour la première fois, affirmant leur volonté d'exister sur la scène internationale selon leurs propres termes. Quand le capitaine Ibrahim Traoré s'est avancé vers le micro, le silence s'est abattu sur l'Assemblée. Sa voix, posée, n'a laissé place à aucun doute. Il n'y aurait aucune négociation, a-t-il déclaré, sa limite était claire. Il exigeait des excuses publiques, faute de quoi l'Afrique refermerait ses portes sans appel. Il a cité l'exemple du Ghana, qui avait été le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir l'indépendance en 1957, rappelant qu'à chaque fois qu'un peuple se lève pour sa dignité, il inspire les autres. Les médias internationaux se sont emparés de l'événement. Sur les écrans, l'extrait du discours passait en boucle. Sur les réseaux sociaux, en moins de quelques heures, la dignité africaine s'est hissée parmi les sujets les plus commentés. Des millions de messages circulaient, partageant la vidéo, l'analysant, l'applaudissant ou la critiquant. Gouvernements, diplomates, analystes, tous ont dû prendre position face à cette rupture. Le Burkina Faso jouait gros. Une telle prise de position pouvait isoler le pays, mettre en péril ses partenariats, provoquer des représailles politiques. Mais elle pouvait aussi, à l'inverse, rallumer une solidarité africaine, semer une unité nouvelle face aux puissances étrangères. En quelques heures, le geste de Traoré avait bouleversé l'ordre établi. Plus personne ne pouvait ignorer la nouvelle donne. Les journalistes étrangers réévaluaient leurs analyses, les diplomates pesaient chaque mot, et sur le continent, le débat s'enflammait. Fallait-il célébrer ce courage ou redouter l'escalade ? Jamais auparavant, l'Afrique n'avait posé une condition aussi tranchée, aussi publique. L'ultimatum est devenu le centre de gravité du sommet, éclipsant tous les autres débats, reléguant les discussions sur le développement économique, la sécurité ou la transition écologique au second plan. Il divisait les chefs d'État. Certains étaient galvanisés par l'audace, rappelant que l'Afrique du Sud avait, dans les années 90, imposé des conditions pour la levée de l'apartheid. D'autres redoutaient le prix d'un tel bras de fer, évoquant les conséquences des sanctions économiques imposées à la Rhodésie dans les années 70, ayant plongé le pays dans l'isolement. L'importance de l'acte dépassait les frontières. L'onde de choc parcourait aussi l'Afrique elle-même, réveillant ambition, peur et espoir inédits. Dans les universités, on organisait des débats d'urgence. Les radios communautaires recevaient des appels de citoyens ordinaires exprimant fierté ou inquiétude. Des figures emblématiques de la lutte anticoloniale, comme des anciens compagnons de lutte d'Amilcar Cabral ou de Thomas Sankara, étaient sollicités pour commenter la portée historique de ce geste. Face à ce séisme diplomatique, chaque capitale devait choisir son camp. Le compte à rebours était lancé et nul ne savait si l'unité tiendrait. Certains pays, comme le Sénégal, affichaient un soutien immédiat,
rappelant leur engagement ancien pour la cause panafricaine. D'autres, plus prudents, consultaient leurs partenaires internationaux, soucieux de ne pas compromettre des aides financières vitales. Et si, pour la première fois, l'Afrique dictait ses propres règles? Ce scénario, longtemps relégué au rang des rêves, s'est matérialisé sous les yeux du monde entier, à la suite de l'ultimatum lancé à Addis Abeba. Le capitaine Ibrahim Traoré, par une déclaration sans précédent, a fissuré l'ordre établi, propulsant l'Afrique au centre de toutes les conversations. Rapidement, une marée de soutien déferle. Présidents, diplomates, société civile, diaspora, tous se mobilisent. Dans les rues de Ouagadougou, Dakar ou Johannesburg, des foules entonnent des chants de fierté, saluant une Afrique qui ose défier ceux qui la méprisent. À Bamako, des étudiants organisent une marche pacifique, brandissant des pancartes « L'Afrique exige le respect ». À Abidjan, des artistes peignent des fresques murales à la gloire de la dignité retrouvée. Sur les réseaux sociaux, des millions de messages, de vidéos, de hashtags font de l'ultimatum un symbole de souveraineté retrouvée, comparable aux campagnes #Black Lives Matter qui ont secoué le monde occidental quelques années auparavant. Pourtant, hors du continent, la réaction est toute en prudence. Aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie ou au Moyen-Orient, les chancelleries publient des communiqués mesurés, évitant la condamnation directe du Premier ministre israélien. Les analystes évoquent un tournant historique, mais les gouvernements, eux, s'interrogent. L'Afrique pose-t-elle les bases d'une confrontation durable ou réclame-t-elle enfin le respect qui lui revient? Cette prudence rappelle celle qui avait suivi le discours de Nasser lors de la nationalisation du canal de Suez en 1956. Les grandes puissances hésitaient à prendre parti, redoutant de perdre une influence stratégique. L'ultimatum agit comme un électrochoc. Les divisions internes semblent s'effacer. Même les adversaires du pouvoir saluent le courage du geste. Artistes, intellectuels, militants, jeunesse urbaine et rurale, tous s'unissent autour d'un même refus, voir l'Afrique humiliée une fois de plus. À Lagos, des rappeurs composent des morceaux engagés. À Nairobi, les évêques publient une lettre ouverte appelant à transformer la fierté en action concrète. Cette mobilisation bouscule les calculs politiques, forçant l'opposition à se positionner avec subtilité, sous peine d'être marginalisée par la ferveur populaire. Au sein des institutions africaines, la pression devient palpable. L'Union africaine et la CEDEAO, souvent critiquées pour leur lenteur, sont contraintes d'accélérer. Réunions d'urgence, consultations nocturnes, déclarations conjointes, la cadence s'intensifie. Chaque décision scrutée par des millions de citoyens, avides de changement. À Addis Abeba, le siège de l'UA devient le théâtre de tractations fiévreuses. Les diplomates multiplient les allers-retours, cherchant à préserver l'unité sans sacrifier les intérêts nationaux. Pourtant, une question cruciale demeure, suspendue comme une note au-dessus du tumulte. L'ultimatum a-t-il véritablement bouleversé la donne, ou n'est-il qu'un éclair passager dans la longue nuit du mépris? Mais cet élan ne va pas sans péril. Les pressions extérieures se multiplient. Certaines puissances menacent de revoir leurs investissements. D'autres évoquent des sanctions économiques ou diplomatiques. Les marchés financiers s'agitent. À la bourse de Johannesburg, les indices chutent, tandis que des ONG alertent sur le risque d'un repli autoritaire ou d'une restriction des libertés, redoutant que l'unité ne serve de prétexte à la dérive. Jamais l'Afrique n'a autant joué son avenir. L'enjeu, l'unité ou la fracture, le respect ou l'isolement, l'élan démocratique ou la tentation d'un pouvoir renforcé sous le masque du patriotisme. Le monde entier observe, partagé entre admiration et inquiétude, ce continent qui, l'espace de quelques jours, occupe le devant de la scène et exige qu'on l'écoute. Mais derrière les applaudissements et les débats, se dessine déjà la prochaine épreuve. L'heure approche où l'Afrique devra transformer ce sursaut en avancée concrète. L'exemple du mouvement des printemps arabes illustre ce danger. Sans transformation structurelle, une vague d'indignation peut se dissiper sans changer durablement la réalité. L'enjeu n'est pas l'excuse concédée, mais la dignité réaffirmée. Ce qui entre dans l'histoire, ce n'est pas uniquement la réponse de Traoré, mais la manière dont l'Afrique a saisi l'instant pour s'imposer, fière et intransigeante sur la scène mondiale. Les manuels scolaires des prochaines générations pourraient retenir ce moment comme celui où l'Afrique a osé dire non, à l'instar de la résistance indienne menée par Gandhi face à l'Empire britannique. Ce qui semblait n'être qu'un affront public s'est mué en opportunité inédite. L'Afrique, à travers ce geste, a projeté une image de force et d'unité, brisant les vieux clichés d'un continent divisé ou soumis.
Les réseaux sociaux se sont embrasés, les débats ont gagné les parlements étrangers, une vague de fierté a traversé Dakar, Lusaka et bien au-delà. L'ultimatum du sommet d'Addis Abeba n'a pas été qu'un avertissement. Il est devenu l'étendard d'une diplomatie africaine renouvelée. Une diplomatie qui ose, qui s'affirme, qui se soude et qui n'a plus peur de fixer ses conditions, même face aux géants de la planète. Dans les écoles et les universités, des enseignants expliquent déjà à leurs élèves le sens de cette rupture et les enjeux de la souveraineté africaine. Mais cette audace n'est pas sans risque. Sur le plan économique, une rupture brutale fragiliserait les pays encore dépendants de l'aide ou des alliances internationales. Politiquement, l'unité mise en avant pourrait se fissurer sous le poids des intérêts particuliers ou des tensions internes. Même sur le plan symbolique, une posture trop offensive risquerait d'isoler l'Afrique là où elle cherche à s'affirmer comme partenaire clé. L'exemple de la Grèce, confrontée à l'isolement lors de la crise de la dette, rappelle combien les postures de rupture peuvent coûter cher si elles ne s'accompagnent pas de réformes structurelles. La dignité, pour compter, doit s'accompagner de résultats tangibles. Citoyens, dirigeants, société civile, tous doivent rester vigilants. L'unité et l'action collective sont puissantes, mais elles ne prennent leur sens que si elles portent des avancées réelles pour les peuples. Par exemple, la création d'une zone de libre-échange continentale ou la mise en place de mécanismes de résolution des conflits africains sont des chantiers qui pourraient traduire cette dignité en progrès concrets. La leçon est limpide et forte. Exiger le respect, revendiquer une voix, refuser l'humiliation. Que ce soit dans les assemblées internationales, l'économie, l'éducation ou la vie de tous les jours, la dignité doit devenir moteur d'action et de progrès concrets. Il appartient à chaque Africain, dans sa sphère, de se demander comment faire entendre sa voix et contribuer à ce mouvement. Oublier ces leçons serait retomber dans la résignation. L'élan serait brisé, l'Afrique verrait s'éloigner une occasion unique de se transformer. L'ultimatum lancé par Traoré n'est pas qu'un épisode, c'est un signal, un appel à la refondation. Dans les campagnes, des chefs traditionnels organisent des palabres pour expliquer le sens de la souveraineté retrouvée. Dans les grandes villes, des start-up innovent pour renforcer l'autonomie économique du continent. Reste une question brûlante. Comment faire de ce choc symbolique un mouvement profond, capable de changer durablement la trajectoire du continent? Les exemples du Brésil ou de l'Inde, qui ont su transformer des sursauts de fierté nationale en politique de développement, montrent la voie. Il faut des institutions solides, une société civile active et une capacité à négocier sans jamais renoncer à l'essentiel. L'Afrique ne demande plus la permission. Elle s'avance, fière, pour écrire elle-même sa propre histoire. Ce mouvement de fond pourrait inspirer d'autres continents, comme l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est, où des peuples cherchent eux aussi à s'émanciper des tutelles historiques. Le choix qui s'impose à l'Afrique est crucial. Céder à la tentation du repli ou s'engager résolument sur la voie de la transformation collective. La suite dépendra de la capacité de chacun à traduire la dignité retrouvée en progrès partagé. Des étapes concrètes peuvent être envisagées. Renforcer l'intégration régionale, investir massivement dans l'éducation et la recherche, protéger les ressources naturelles et bâtir des alliances sud-sud pour peser sur la scène mondiale. Aujourd'hui marque un basculement irréversible. Le geste du capitaine Ibrahim Traoré, bien plus qu'une provocation, a sonné comme une rupture. Par son ultimatum, il a brisé l'ordre établi, imposé le silence aux puissants et ouvert une brèche dans le théâtre diplomatique. Les générations futures se souviendront de ce jour comme de celui où l'Afrique a pris la parole, non plus pour supplier, mais pour exiger. Ce n'était pas seulement un défi, c'était un cri de dignité. Pour la première fois depuis bien des années, l'Afrique ne baisse pas les yeux. Elle se dresse, exige le respect et refuse de jouer les figurants sur la scène mondiale. Les femmes, les jeunes, les anciens, chacun ressent l'écho de cette revendication dans sa propre vie. Mais ce moment ne se réduit pas à un symbole. Il appelle chacun d'entre nous à choisir, rester simple spectateur ou devenir acteur de cette transformation. La souveraineté n'est plus un rêve lointain, elle devient une responsabilité partagée, un engagement à défendre ensemble. L'unité née de ce sursaut historique peut, si nous l'embrassons, transformer l'agenda mondial et protéger les intérêts africains. À cet instant, la balle est dans notre camp. Que choisirez-vous? Rester dans l'ombre ou participer à l'écriture de cette page nouvelle? L'histoire n'attend pas.
Elle récompense ceux qui osent agir et s'engager. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut imposer ses règles. Elle est de savoir qui aura le courage d'écrire la suite à ses côtés. Face à l'urgence de la reconnaissance, de la stabilité économique et de la consolidation des institutions, chaque voix compte. Les regards du monde entier convergent vers le continent. L'heure n'est plus à l'attente, mais à l'action collective et consciente. L'Afrique a commencé à tracer sa voie, sans plus jamais quémander l'aval d'autrui. Sa fierté, son unité et sa détermination marquent désormais la mémoire de tous. À vous de décider. Serez-vous de ceux qui applaudissent au loin ou de ceux qui bâtissent, aux côtés des pionniers, le futur du continent? En conclusion, souvenons-nous que chaque moment de rupture offre une chance unique. Le geste d'Ibrahim Traoré n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue lignée d'actes courageux qui ont, à travers l'histoire, permis au peuple de se relever. À chaque Africain, à chaque ami de l'Afrique, de saisir cette occasion pour transformer l'ultimatum en progrès. Car au fond, la vraie victoire ne se mesure pas seulement à l'écho d'un discours, mais à la capacité de bâtir un avenir digne, uni et prospère, pour toutes les générations à venir.